Ce jeudi 27 juin 2013, nous comptons 449 jours depuis que la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est. Toute notre compassion à nos compatriotes vivant dans cette partie du pays. Et nous vous rappelons dans cette édition que c'est dans 3 jours que la RDC va célébrer le 53e anniversaire de son indépendance. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition d'information sur nos antennes. Nous ouvrons ce journal par l'arrivée du premier tour cycliste de la RDC. La 8e étape et dernière a été remportée aujourd'hui par le Congolais Doukwabumba et le maillot jaune sur l'ensemble de l'épreuve est revenu au Français Glenn Médérix, prévivant les installations du complexe industriel de Lutex Africa, événement avec les groupes armés. Félix Zaloumeti-Danzou. Cet atelier préparatoire sur la planification et l'exécution du plan global de désarmement, de mobilisation et réinsertion dans sa 3e phase a permis au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo, de rappeler aux participants que le gouvernement attend de ses travaux des propositions mieux, des solutions efficaces, réalistes et adaptées pour résoudre définitivement l'épineux problème de la présence négative des groupes armés à travers un nouveau plan global du désarmement, démobilisation et réinsertion des éléments des groupes armés encore actifs sur l'ensemble du territoire national. Cette présence active et nocive des groupes armés, notamment à l'est de la République, et la motivation de la décision du gouvernement d'organiser avec le précieux concours de la communauté internationale un DDR3. Ainsi, l'atelier de ce jour devra-t-il donner corps aux réponses à de nombreuses questions face à la problématique épineuse des groupes armés en République démocratique du Congo. Le représentant spécial, l'adjoint du secrétaire général des Nations Unies, M. Soumaré, qui salue la présence du chef de l'appareil de défense nationale à ses assises, note que le gouvernement a démontré ici sa détermination de développer l'unité d'exécution nationale du programme DDR. Cette volonté manifeste rencontre aussi la préoccupation de la communauté internationale par la mise en œuvre de l'accord cadre sur la paix, la sécurité, la coopération et la résolution 2098. D'après ces diplomates onusiens, son institution et les partenaires de coopération ne ménagent aucun effort pour accompagner la RDC dans ses programmes de désarmement, de mobilisation et réinsertion vers un aboutissement heureux d'une paix plutôt durable. Et il est porté à la connaissance du public en général, des employeurs et des travailleurs en particulier, que la journée du 30 juin 2013, jour férié légal en République démocratique du Congo, est consacrée à la célébration de l'anniversaire de l'indépendance et cette fois-ci elle coïncide cette année avec un dimanche. Par conséquent, le congé irrelatif est reporté le jour précédent. À cet effet, la journée du samedi 29 juin 2013 est déclarée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé Modeste Bahati Lukwebo. Du 24 au 25 juin 2013, il s'est tenu à Yaoundé au Cameroun le sommet des chefs d'État de la CEAC, de la CEDEAO et de la Commission du Golfe de Guinée sur la sécurisation et sécurité maritime dans la région. La République démocratique du Congo était représentée par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Ochibanda. Rikinzuzi Loya. À son arrivée à Yaoundé, capitale camerounaise, pour représenter le chef de l'État, Joseph Kabila, au sommet conjoint Communauté économique des États d'Afrique centrale, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, des chefs d'État et de la Commission du Golfe de Guinée sur la sûreté et la sécurité maritime. Raimo Chibanda Tungamulongo, ministre congolais des Affaires étrangères, a fait l'objet d'un accueil digne, réservé à toute autre démarche, c'est-à-dire amical et chaleureux. Son homologue camerounais des relations extérieures, Mouko Kombonjo, à la tête de la commission d'accueil. Direction Palais de Congrès de Yaoundé, 12 chefs d'État et de gouvernement et les plénipotentiaires représentant 12 autres pays soulignent l'urgence d'une action concertée pour mettre fin à la piraterie maritime et vol à main armée dans les eaux du golfe de Guinée.
c'est pour soulager plus de 200 millions de riverains de cette sous-région en proie aux actes criminels des pirates dans leurs eaux territoriales, transnationales, voire le large de côte. Il nous faut nous approprier les recommandations qui en découlent. Il s'agit d'engager le gouvernement dans la réforme du secteur de la sécurité où le volet de la menace maritime est une priorité. Ces actes touchent non seulement à la stabilité politique des nations, mais aussi au commerce et à la navigation internationale. Nous faisons face à une menace régionale, continentale et mondiale. La paix et la sécurité préalables à tout développement économique sont mises en cause par des ennemis sournois, des trafiquants internationaux bien organisés, bien armés et disposant de moyens financiers colossaux. La déclaration de Yaoundé du 25 juin 2013 sur ces assises prend en compte l'engagement des chefs d'État et de gouvernement à travailler ensemble pour assurer la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité dans l'espace maritime de l'Afrique centrale et de l'Ouest, par la mobilisation de moyens opérationnels adéquats, tant institutionnels que logistiques. Découvrons ce communiqué ensemble, communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique concernant le report de la cérémonie de clôture des activités de l'Expo Essures 2013. Consécutivement au communiqué officiel du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale concernant l'anticipation en date du 29 juin 2013 du congé relatif à la journée de l'indépendance nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique porte à la connaissance de tous les participants à l'Expo Essures 2013 que la journée de clôture des activités est reportée au lundi 1er juillet 2013. À cet effet, il exhorte toutes les personnalités invitées à la cérémonie de clôture ainsi que tous les participants à bien vouloir accorder au comité organisateur toute leur indulgence pour ce désagrément indépendant de sa volonté. Les épreuves de l'examen d'État édition 2013 ont pris fin aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ils étaient 545 000 candidats. 13 Kaambo pour le reportage. L'examen d'État édition 2013 s'est déroulé dans un climat de sérénité sur toute l'étendue du territoire national. Constat fait par la vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Magui Rwakabouba, au cours de sa tournée dans différents centres des épreuves d'examen d'État. Ils étaient 545 000 candidats à passer leurs épreuves sanctionnant la fin des humanités secondaires. Du premier jour consacré à la culture générale au 4e jour des langues en passant par les 2e et 3e jours des cours d'options et des sciences. Aucun incident n'a été relevé à Kinshasa, tout comme dans l'arrière-pays. Dès le premier jour jusqu'au dernier jour, tout se passe dans les meilleures des conditions. Parce que justement, ça a été bien préparé et les élèves sont assidus, ils sont concentrés sur leurs feuilles. On peut vous rassurer que sur toute l'étendue de la République, tout se passe dans les bonnes conditions. Madame la vice-ministre s'est rendue aussi au lycée Molende dans la commune d'Ematete où elle va clôturer cette visite dans une salle des finalistes sourds-muets qui passent leurs épreuves d'examen d'État. Elle leur a souhaité plein succès. Quito Kinshasa pour le Maniema, pour vous dire que différents acteurs s'impliquent dans le développement de la province. Ils se sont concertés à Kindu pour évaluer la mise en œuvre du programme d'action prioritaire PAP. Les détails avec Bolemba. C'est dans une école
primaire de Kindouville que le gouverneur de la province de Maniema a donné le coup d'envoi des examens d'État édition 2013. Après le mot de bienvenue du directeur. En termes d'engagement que le président de la CNI, l'abbé Apollinaire Malou, a ouvert cette séance inaugurale de l'Assemblée plénière. L'abbé président a d'abord circonscrit les circonstances qui ont abouti à cet événement. Par la suite, il a défini les axes prioritaires et tracé les grandes lignes qui vont sous-tendre les actions de sa nouvelle équipe. Il s'agit notamment de la restructuration des structures de la CNI, du traçage de processus et procédures électoraux qui garantiront les élections et aussi l'élaboration d'un calendrier électoral qui répondra aux exigences des cycles électoraux pour ne citer que celle-là. Pour réussir le pari, l'abbé Malou a émis le vœu de voir toute la société congolaise participer à l'organisation et à la réussite des prochaines échéances politiques. Toujours dans l'esprit de faire mieux, le président de la CNI a donné le profil du visage que devra avoir la nouvelle équipe avec un rythme de travail qui sera empreint de valeurs de probité morale telles l'impartialité, l'indépendance et la transparence. Mais bien avant le discours de l'abbé Malou, le secrétaire exécutif national a fait l'état des lieux de la gestion administrative de la CNI et les différentes activités organisées par le bureau sortant. Après la séance inaugurale de l'Assemblée plénière, le bureau sortant et les bureaux se sont retrouvés à la salle du 28 novembre 2013 de la CNI pour procéder à la remise et reprise. D'abord, les deux présidents, le sortant, le pasteur Dr Daniel Ngoy Mulunda et l'entrant, l'abbé Apollinaire Malou, ont signé les documents en rapport avec l'événement, suivi de l'échange des signataires. Cérémonie courte mais pleine de significations qui marque un nouveau visage, une nouvelle philosophie pour la nouvelle l'équipe de la CNI. Les causes de la faible mobilisation des recettes intérieures du premier semestre 2013 ont été cernées à la réunion hebdomadaire des recettes et des services mobilisateurs des recettes. Réunion présidée hier par le vice-ministre des Finances, Rikinzo Ziloya, pour le reportage. La dernière réunion du mois sur l'évaluation des recettes mobilisées par les régies financières a vécu mercredi au ministère des Finances. On note que l'exécution des opérations financières de l'État laisse une marge bénéfique. Sous la direction du vice-ministre Roger Chulungu, la séance s'est également apaisantie sur l'élaboration d'une matrice véritable aide-mémoire reprenant les facteurs qui ont influencé négativement la mobilisation des recettes au premier semestre 2013, cas de la fraude et de l'évasion fiscale. Des mesures d'amélioration reprises seront consolidées, a souligné Roger Chulungu. Toutefois, les projections du mois de juin restent de 357 milliards de francs congolais, dont 200 milliards de recettes douanières et accisiennes. Les impôts, 122 milliards et 35 milliards de recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations. Il a été enfin annoncé le forum sur les recettes dont la Fédération des entreprises du Congo sera partie prenante. C'est pour améliorer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et assurer la TVA remboursable. Le commissaire général de la police nationale congolaise, PNC, Charles Bisingimana, a signé aujourd'hui un document projet sur le renforcement de capacité de la police nationale dans la province du Katanga avec la JICA, la PNC
le PNUD et avec la police de la MONUSCO. Pascal Kossi. 500 policiers de la province du Katanga vont bientôt rejoindre le centre de formation de Kassapa à Lubumbashi. Ces policiers vont suivre pendant 6 mois une formation pour renforcer leurs capacités dans l'exercice de leur métier, protéger la population et ses biens, maintenir la paix et rétablir l'ordre public. Dans le contenu du document projet, signé le jeudi 27 juin 2013 à l'inspection générale de la police nationale congolaise, entre la PNC, la JICA, le PNUD et la police de la MONUSCO, sous la présidence du commissaire général de la police nationale congolaise, le général Charles Bissenimana, chaque partie a un cahier de charges bien fructueux que la police nationale congolaise a scellé depuis 2000. Avec la JICA, élargie ensuite à la police de la MONUSCO et au PNUD, a produit des résultats probants qui font la fierté de la police nationale congolaise. Juste après cette cérémonie, le patron de la police nationale congolaise a reçu une délégation japonaise venue s'enquérir des biens en formation de la police nationale congolaise. Une conférence débat autour du secteur minier a été organisée par la faculté des relations internationales en partenariat Travaux intenses de la commission chargée de la révisitation du statut de l'Union nationale de démocrates fédéralistes, parti cher à Charles-Mondo Simba, commission instituée par les comités politiques nationaux, jugeant qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec la fonction qu'il exerce actuellement, tous à l'unanimité viennent de renouveler leur confiance en remettant le bâton de pèlerin à l'honorable Charles-Mondo Simba pour bien mener à bon port les cadres et militants de ces partis. Celui qui appelle le doyen, les sages, sera assisté par 7 personnes. Nous citons Madame Florentine Tsokifwani Eyenga, première vice-présidente, du deuxième vice-président Boniface Moulenga, du secrétaire général le professeur Kilembi, du trésorier général Chisoliav et de Madame Nadine Kabongo en qualité de trésorière générale adjointe. Prenant la parole, l'honorable Charles-Mondo Simba a exhorté la nouvelle équipe au dynamisme, à l'unité, à l'amour et à la cohésion, afin d'asseoir l'UNADEF sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et à se préparer en conséquence pour rafler des sièges lors des échéances électorales provinciales, municipales et locales. Enfin, Charles-Mondo Simba a remercié tous les membres du comité politique national de la confiance lui renouvelée. La lutte contre l'impunité pour les auteurs des violences sexuelles en période de conflit, l'un des points évoqués lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO tenue hier mercredi. Mamita Bangoulou.
A déclaré monsieur. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'adopter ce mardi 25 juin 2013 la résolution 2106. Elle stipule ce qui suit le renforcement de la lutte contre l'impunité pour les auteurs de violences sexuelles en période de conflit. Pour le porte-parole de la MONUSCO, Madnodj Mounoubaï, qui a livré l'information à la presse, la 2106 est un signal fort aux auteurs de ces actes. Toujours, selon le porte-parole de la mission onusienne, Ban Ki-moon insiste sur les caractères dévastateurs sur les survivants et les communautés car elles détruisent le tissu social, raison pour laquelle les violences sexuelles constituent un crime de droit international humanitaire et de surcroît une menace à la paix et à la sécurité. Quant à la situation sécuritaire, elle reste dominée par les différentes opérations menées par la force onusienne et les FARDC dans la partie est du pays, comme les confirme le porte-parole militaire. La MONUSCO et les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, poursuivent leurs opérations conjointes dénommées Retour 2, Bienvenue à la paix, Point d'acier, dans le but de neutraliser ou de pousser à la reddition des éléments résiduels de la LRA encore présents dans les districts des Pas et Haut-Ouélé. Après ce journal, vous allez suivre la lecture de l'ordonnance présidentielle portant organisation et fonctionnement des concertations nationales lue par André Ngouej Katot et Angèle Kanam. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal réalisé par René Ngwangou et Loubou, coordonné par Françoise Gwelawaki sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumamengi Panji. Merci à Patrick Koukou pour sa rédaction et merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, madame, monsieur, de l'avoir suivi partout où vous êtes. Demain, 7h, Suzanne Lumana et à 10h, Sylvie Mwembo. Au revoir. Le président de la République a signé, comme vous le dites, une importante ordonnance dans le cadre justement de bien faire marcher la nation. Et il vous souviendra que face à la situation de guerre récurrente à l'est de notre pays, le président de la République, et comme tout le monde, a eu beaucoup de sons discordants au sein de la classe politique nationale, au sein de la population elle-même, par rapport à la façon dont il fallait mener le peuple à fédérer ses efforts pour amener ce pays à sauvegarder son intégrité territoriale. Le président de la République avait donc fait le constat de manque de cohésion nationale autour de l'impératif de la défense de la nation et de la patrie. Avec Angèle Kanam. Bonsoir Angèle. Bonsoir André. Avant de vous livrer la quintessence de cette ordonnance, nous allons voir quelles ont été les quelques péripéties qui ont prévalu à la confection de cette ordonnance que nous vous livrons ce soir. Angèle, beaucoup de formules avaient été proposées. Beaucoup. Effectivement, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de formules. Et quelle est la meilleure formule? Voilà l'importante question à laquelle le chef de l'État se devait de répondre. Donc il fallait qu'il trouve la meilleure formule pour fédérer le plus grand nombre de Congolais et de toutes les couches autour d'une même table. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, nous l'avons vu, il a entamé une série de consultations, ou mieux des
concertation avec la classe politique congolaise, la majorité comme l'opposition. Il a concerté également la société civile. Il y a eu aussi les différentes institutions. Oui, justement, consultation, concertation avec les différentes institutions du pays, et parmi ces institutions, le Parlement a été largement mis à contribution pour pouvoir trouver la bonne voie afin de fédérer les efforts des Congolais pour mettre tous ensemble et défendre la nation de façon unie pour que le Congo demeure un Congo fort. Et parmi les contributions donc importantes qui ont été présentées au président de la République, il y a ce rapport signé par les présidents des deux chambres du Parlement, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, dont nous vous livrons ici la teneur. Économique, la réforme structurelle des institutions de l'État ainsi que les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Segundo a organisé avec les bons offices de l'envoyé spécial du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales locales crédibles et transparentes. Les concertations nationales se posent ainsi non seulement comme un cadre idéal destiné à rassembler les filles et les fils du pays dans un but de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de conjurer les démons de la division, de rétablir la cohésion et la confiance, d'écarter tout risque contre le pays, mais aussi comme les lieux d'exécution par la République démocratique du Congo de ses engagements souscrits dans le cadre des deux instruments internationaux précités. Le projet d'ordonnance soumis à cet effet résulte des échanges avenus avec différents acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi qu'avec la société civile. Il porte création, organisation et fonctionnement d'un forum national spécifique temporaire dénommé les concertations nationales. Angèle, vous pouvez nous donner la suite de ce rapport? Oui, André Ngouège, la suite de ce rapport dit exactement ceci. À travers les différents échanges, le président de la République a ainsi pu approcher les attentes et appréhensions d'un large échantillon représentatif des segments des forces vives de la nation sur les dites concertations. L'une des caractéristiques majeures du présent projet d'ordonnance est le fait d'avoir réussi à traduire les soucis du président de la République de demeurer attaché à ses prérogatives constitutionnelles, de préserver le caractère institutionnel de concertation nationale
et de traduire en actes les engagements internationaux souscrits par la République. C'est dans ce cadre que la direction des concertations nationales est confiée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, lesquels en transmettront au président de la République les conclusions et recommandations arrêtées par l'Assemblée plénière. Dans ce cadre, le coordonnateur chargé de la mise en œuvre des engagements souscrits dans l'accord cadre d'Addis Abeba prend part aux travaux sans voix délibérative. Au niveau de son organisation, outre le présidium, les concertations nationales comprendront deux autres organes, à savoir l'Assemblée plénière, qui est l'organe de validation des conclusions et recommandations issues des États généraux. Les États généraux constitués de 5 ateliers ayant chacun pour tâche de traiter les questions arrêtées dans le cadre des 5 thématiques retenues au terme du règlement intérieur du forum. Les autres modalités de fonctionnement du forum, notamment le nombre et les critères des participants, les compétences des organes du forum, les modalités du déroulement des concertations, les droits et devoirs des participants, le régime disciplinaire ainsi que les règles de gestion financière seront fixées par les règlements intérieurs des concertations nationales adoptés par les présidiums et présentés à l'Assemblée plénière. La présente ordonnance décrète la dissolution de plein droit des concertations nationales dès la fin du discours de clôture du président de la République, après remise à ce dernier par le présidium de conclusions et recommandations retenues. Telle est l'économie du présent projet d'ordonnance. Il est signé Léon Kengo Wadondo, président du Sénat, Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale. Voilà tout. Voilà donc après ce rapport qui a suivi les concertations qui ont été confiées au président des deux chambres du Parlement, le président de la République a pris l'ordonnance dont voici la teneur. Ordonnance numéro 13/078 du 26 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales. Le président de la République, vu la Constitution, spécialement à ses articles 69, 79 alinéa 3, 213 alinéa 1er et 215, vu la résolution numéro 2098 2013, adoptée le 28 mars 2013 par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 6943e séance, spécialement ses paragraphes 4, 5 et 14. Vu l'ordonnance numéro 13/020 du 13 mai 2013, portant création et organisation et fonctionnement du mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, du 24 février 2013, spécialement à son article 2, vu l'ordonnance numéro 12/007 du 11 juin 2012, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Considérant que le 15 décembre 2012, lors de son discours sur l'état de la nation, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple,
le président de la République, chef de l'État, a annoncé l'idée de tenir des concertations nationales, que depuis lors, des échanges organisés par les acteurs politiques de la majorité présidentielle, de l'opposition politique et la société civile, il est ressorti l'adhésion d'un large échantillon représentatif des segments des forces vives de la nation à cette initiative. Considérant que cette démarche tend à rétablir davantage la cohésion nationale, pour consolider l'unité nationale et mettre fin au cycle de violence à l'est du pays. Considérant la nécessité de compléter la réponse pérenne et globale à la crise impliquant les institutions et partis congolaises et leurs partenaires régionaux et internationaux par une initiative interne spécifique et temporaire de rassemblement des Congolaises et Congolais dans une introspection destinée à consolider leur cohésion pour ne pas prêter le flanc à l'adversaire, considérant l'impératif de préserver le caractère institutionnel des concertations nationales, tout en faisant participer le maximum des forces du gouvernement. Le Conseil de ministres entendu ordonne. Article 1er. Il est créé en République démocratique du Congo un forum national dénommé les concertations nationales. Les concertations nationales se tiennent aux dates fixées par son présidium. Leur durée maximum est fixée par le règlement intérieur. Article 2. Les concertations nationales ont pour objet la réunion de toutes les... Par le présidium. Article 7. Le présidium est l'organe coordonnateur des concertations nationales. Il est constitué du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, assisté d'un secrétariat technique. Article 8. Sans préjudice du pouvoir du président de la République de convoquer, d'ouvrir et de clôturer les concertations nationales, le présidium organise l'ouverture et la clôture des séances de celles-ci. La présidence des séances est assurée soit conjointement, soit alternativement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat dans les conditions déterminées par les règlements intermission de direction des concertations nationales. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat prennent toutes les mesures en vue de la bonne tenue et de l'aboutissement heureux de concertations nationales. Ils gèrent les ressources des concertations nationales. Ils rendent compte du déroulement des travaux au chef de l'État. Article 9. Les États généraux sont chargés de l'examen des questions soumises aux concertations nationales relevant de leur thématique, assorties des conclusions et recommandations adressées à l'Assemblée plénière. Outre les experts, les États généraux sont composés d'un nombre maximum de délégués par groupe thématique fixé par les règlements intérieurs. Article 10. Les groupes thématiques composant les États généraux des concertations nationales sont les suivants. 1. Gouvernement, démocratie et réforme institutionnelle. 2. Économie, secteur productif et finances publiques. 3.